Bonjour Maître Brouza, merci de nous recevoir à nouveau dans votre bureau. Alors nous avions interviewé le 30 octobre dernier et déjà à cette époque, vous nous disiez que nous entrions en dictature. Aujourd'hui, il y a eu le fameux projet de loi qui a été déposé par Castex il y a quelques jours sur l'état d'urgence sanitaire. Qu'est-ce que vous pourriez en dire et où en sommes-nous aujourd'hui? Quelle est la situation juridique actuellement en France par rapport à la gestion sanitaire de la Covid-19? Alors, il faudrait que nous ayons des journées devant nous pour pouvoir répondre aux belles questions que vous posez. D'abord, je vous remercie, ça me fait plaisir de me retrouver encore avec vous, parce que j'apprécie le travail que Nexus fait en termes de communication, d'information avant tout, ce qui est rare dans ce moment dans lequel on est plutôt confronté toujours à la pensée unique et toujours un système que j'appellerais quasiment de propagande. La propagande se rapproche beaucoup, déjà me permet de m'approcher de ce qui est la notion de ce qui se passe aujourd'hui sur le plan juridique. Aujourd'hui, nous avons une situation qui est celle que j'avais déjà commencé à décrire il y a des mois de cela, dans lequel le partage des pouvoirs, le respect de la trilogie exécutif, judiciaire et législatif était remis en cause. Aujourd'hui, on clame que nous avons des droits, mais ces droits, nous ne pouvons pas les réaliser. Nous avons une juridiction administrative en déshérence qui ne fait que rendre des décisions qui sont celles du pouvoir en place, un Conseil d'État qui est totalement soumis, mais le Conseil d'État n'est pas une juridiction, ce sont des fonctionnaires, donc je le réitère et je n'ai aucune crainte même de me faire attaquer à ce niveau-là. Vous avez un pouvoir législatif qui est le pouvoir de la République en marche, donc ils sont là pour valider ce qui est préparé par l'exécutif, il n'y a même pas de discussion. On a vu la tentative d'un vote qui était contraire à la pensée unique. C'était le fameux amendement qui permettait de mettre fin à la période de l'état d'urgence au mois de décembre, qui a été bouleversé par un vote contraire demandé alors que l'Assemblée avait déjà voté. Donc on voit quand même des choses qui sont ahurissantes. Bien sûr, il est dans le droit, mais le droit de qui? Le droit d'imposer ce qu'on a envie d'imposer. Point à la ligne. Il n'y a pas de débat parlementaire, il n'y a pas de démocratie. Aujourd'hui, vous avez un petit groupe minoritaire représenté par celui qui représente 21% des Français, qui est le président de la République, voilà, et qui a obtenu le pouvoir, et maintenant, dans cette conjoncture, il applique ce qu'on appelle une dictature sanitaire, mais qui n'est pas simplement en France, qu'on trouve dans tous les pays d'Europe, parce qu'aujourd'hui, M. Macron n'est pas le président des Français, il est le président d'une gouvernance mondiale qui impose à toute l'Europe un modus operandi, parce que tout ça est dirigé par les big pharma qui ont aujourd'hui le pouvoir dans le monde. Qu'est-ce qu'il y a d'inquiétant dans ce nouveau projet de loi qui a été Le nouveau projet de loi, c'est de faire croire aux Français qu'on leur laisse la liberté de choisir. Mais quand vous avez autant de contraintes autour, est-ce que la liberté de choisir existe? Si je vous dis, je vous mets un pistolet à la tempe, je vous dis, monsieur, vous voulez me donner 100 €, vous me le donnez, mais pas parce que vous me le donnez volontairement, c'est parce que je vous ai mis un pistolet sur la tempe. C'est exactement ça. Alors, le pistolet juridique, c'est lequel, là? Si tu n'es pas, entre guillemets, vacciné, tu ne pourras plus travailler, tu ne pourras plus aller en métro, tu ne pourras plus prendre le transport public, tu ne pourras plus aller au restaurant, et ainsi de suite. Mais ça, c'est déjà en filigrane, parce que la IATA, l'Organisation du transport international, disait déjà qu'il fallait envisager la mise en place d'un système qui permettra aux personnes qui sont exemptes de tout risque de transmission virale de monter dans les avions. Donc la question, ce n'est pas la France, c'est général. La question d'un passeport sanitaire, quelle merveille! Passeport sanitaire, ça veut dire individualisation des sujets, reconnaissance des sujets et connaissance de l'état de santé du sujet, ce qui permet merveilleusement bien de pouvoir travailler, produire de bons médicaments et les vendre. Donc plus de secret médical déjà? Mais le secret médical déjà, on peut dire qu'il existe aujourd'hui quand vous avez quand même les règles qui sont appliquées actuellement en France, dans lesquelles
toutes les informations médicales de quelque nature que ce soit récoltées à tous les niveaux, pharmacie, labo, doivent être communiquées sur le GIE, la plateforme qui procède au recollement de l'ensemble des informations. Que comme vous savez que l'ensemble de ces informations sont stockées dans les clouds aux États-Unis, pas en France, en Europe, parce que nous ne l'avons pas, et comme vous savez que le 16 juillet, on a annulé ce qu'on appelle le Private Shield, qui est effectivement le règlement signé international entre l'Europe et l'Amérique sur la gestion de données, toute notre vie, la vôtre, la mienne et celle de tous les Français, elle est déjà entre les mains des Américains. Et quand on dit entre les mains des Américains, on dit entre les mains des big data et entre les mains des big pharma, parce que c'est une collusion générale à ce niveau, qui avait déjà bien expliqué, hein, c'est pas moi qui le dis. Vous avez des livres 2015 sur ce qu'est les big pharma et leur grande position au sein du monde en termes de capacité de pouvoir diriger le monde, c'est déjà exprimé, pas par moi. C'est déjà dit depuis longtemps. Alors, quelles sont les actions que vous avez mises en œuvre récemment, les actions juridiques? L'action juridique que nous avons mise en œuvre, c'est une plainte pénale qui a été déposée au parquet de Paris contre X, ce qui veut dire une action pénale qui est en cours parce qu'elle est déposée. Moi, je ne sais pas si le parquet a déjà ouvert une instruction ou pas, on n'est pas nécessairement informé, mais aujourd'hui, la plainte est en cours. La plainte, il y a le dépôt qui a été fait par Réaction 19, qui représente aujourd'hui 40 000 adhérents, mais vous avez déjà 1800 personnes qui se sont associées individuellement à la plainte. Qu'est-ce que ça change? Ça change beaucoup, mais ça change beaucoup parce que c'est un message. Ce n'est pas Bouza Carlo, avocat dans sa vie professionnelle et président de Réaction, qui décide dans son petit coin. Aujourd'hui, il y a une décision qui est prise au niveau associatif, et en plus, vous avez déjà 1800 personnes qui se sont associées à la plainte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas le petit complotiste anti-vax, parce que je suis ni complotiste ni anti-vax, je suis un avocat de profession et quelqu'un qui ne fait que du droit. Et j'attire votre attention sur le fait que ceux qui critiquent parfois ma personne, très bien, il n'y a aucun problème. Mais aujourd'hui, sur le contenu de la plainte, sur le contenu de l'acte que nous avons fait, sur les infractions que nous avons visées, parce que la plainte est publique, vous pouvez y accéder, n'importe qui peut accéder. Elle n'est pas privatisée pour les adhérents. Eh bien, on peut aller voir les infractions. Et parmi les infractions, il y en a une qui s'appelle l'extorsion du consentement. L'extorsion du consentement, c'est quand vous n'avez plus la possibilité de décider de votre chef si assumer ou pas assumer une thérapie génique, parce qu'il ne s'agit pas de vaccin. Ça, c'est un euphémisme. Ce sont des thérapies géniques. Un vaccin, c'est cultivé, un virus, une bactérie, ensuite on l'injecte, mort, et on provoque ce qu'on appelle l'immunité par les anticorps. Alors que là, nous avons un ARN messager introduit à travers une piqûre qui va ensuite entrer dans le corps et rentrer dans la cellule d'une personne à travers ce message d'ARN qui servira à empêcher au virus de se reproduire. C'est les fameux nouveaux vaccins. Mais n'utilisons pas, utilisons le terme de technologie. Effectivement. Thérapie génique qui aujourd'hui qui était déjà connue, mais qui n'était pas connue pour ce cas de figure. Parce que je rappellerai que le patron de BioNTech, qui est quand même un des meneurs dans le monde des thérapies géniques, pèse simplement quelques milliards de dollars et il fait partie des 430 fortunes au monde. Et comme par hasard, il s'est associé à Pfizer. C'est pas Pfizer qui détenait la technologie de l'ARN messager, c'est BioNTech. Mais BioNTech n'était pas si connu, il a fallu le prestige de Pfizer, qui a déjà été condamné quand même. Pfizer, n'oublions pas, qui a été condamné à quelques milliards. C'est inscrit dans ma plainte, donc je n'ai aucun problème, parce que c'est mis dans ma plainte, ce sont des choses qui sont des faits acquis à plusieurs milliards de dollars, effectivement, pour des tromperies en matière de médicaments. Donc, vous savez, ce que j'ai mis en place comme plainte, elle est une plainte sérieuse sur des documents et des pièces qui sont, disons, de domaine public. Il y a quoi comme autre chef d'accusation dans votre plainte? Vous avez la mise en danger de la vie d'autrui. Vous avez le problème de l'abus de faiblesse. Quand vous avez une personne âgée de 90 ans dans un EHPAD, qu'on lui dit « vous devez faire votre vaccin, madame, parce que si vous ne faites pas votre vaccin, vous ne pourrez plus rester. » Bien, liberté. Je vous rappelle que quand on parle de thérapie, on parle de médicaments. On parle des règles qui sont posées par le Code de la santé publique. On parle de la Convention d'Oviedo en matière internationale. On parle du consentement libre et éclairé. Et on parle aussi qu'on ne peut pas faire de l'expérimentation humaine
de médicaments sur les êtres humains. Ça va faire d'abord le travail de recherche nécessaire et que le patient doit donner son consentement éclairé, soit le refuser. Et un médecin ne doit pas commettre aussi le charlatanisme. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas un médicament dont on a prouvé, effectué tous les travaux nécessaires. La troisième phase d'essai, on ne l'a pas appliquée. On a modifié les textes européens. On a balayé toute la législation sur les OGM pour en sortir le 15 juillet un règlement qui permet sans aucune difficulté de mettre sur le marché européen des médicaments formés par organismes génétiquement modifiés. Donc ça veut dire que quand on enlève toute la législation sur les OGM, moi je suis juriste, s'il n'y a pas de problème, si ce n'est pas des OGM, alors pourquoi on modifie toute la législation et pourquoi on fait un règlement dans lequel effectivement il n'y aura plus aucune mesure de précaution à prendre? Ça veut dire qu'on est dans une approche scélérate. Il y a les effets secondaires dans un médicament immédiat, mal de tête, difficulté, ok. Deuxième effet, moyen terme, on commence à voir déjà que, surtout pas aux enfants de moins de 16 ans, aux jeunes, surtout pas aux personnes qui ont des allergies, donc déjà, ça limite, et encore, on peut se poser la question, outre les allergies, d'autres problématiques, parce que pas tout le monde peut recevoir une thérapie. Déjà sur les effets qu'on appelle secondaires rapprochés. Mais quel est-il dans l'avenir pour l'être humain? Tous ceux qui disent que l'ARN messager ne va pas produire des conséquences sur l'ADN et le génome humain, faites-leur écrire un engagement de responsabilité. Et vous verrez qu'ils ne vont pas l'écrire. Parce que vous regardez les rapports qui sont visés dans notre plainte, et bien dans le rapport, il y a écrit qu'il y a des risques. Et que quand on introduit un ARN messager, un ARN, c'est quand même une modification structurelle de ce qui est notre construction naturelle sur le plan humain, en termes de ARN, ADN, génome, cellules, noyau dur, noyau de la cellule, et ainsi de suite. Donc on est des cobayes. Nous sommes des cobayes. Et comme par hasard, qui ont choisi ceux que théoriquement sont quasiment voués à une mort certaine. On choisit les personnes âgées, on choisit les vieux dans les EHPAD. Certains perdus sans enfants, certains avec des enfants, de toute façon ils ne peuvent pas les voir. Donc quelles sont les preuves du consentement éclairé? Alors moi j'ai préparé un acte. J'ai préparé un acte que j'ai mis sur mon site, que je demande à tout le monde d'utiliser. Faites signer. Si moi je vous donne un conseil, vous, Maître Bouza, je vais vous voir, je vais mettre en œuvre une procédure pour défendre ça. Et je vous donne un conseil, vous dites, Maître Bouza, vous faites une conventionnaire en m'expliquant les actes que vous faites et vous me le signez. Ah ben non, je ne vais pas vous le faire, monsieur. Alors vous dites, Maître Bouza, vous me donnez des conseils, vous me dites de prendre cette procédure, vous me dites de faire ce que vous me conseillez, et vous ne me signez rien. Ah ben non, alors vous ne pouvez pas me croire. Comment vous voulez croire à un Premier ministre, des sénateurs et des députés à qui nous avons adressé la plainte et l'acte déclaratif, qui ne signe rien? Ça veut dire quoi? Faites, allez-y. Faites-vous injecter. Il ne s'engage pas. Mais il ne s'engage pas. Moi, je ne crois qu'à ceux qui s'engagent. C'est pour ça que nous avons fait un acte, même pour les députés et les sénateurs, en disant, nous vous prions de votre décision à la plainte, et plus vous qui êtes les gardiens de la liberté contre les abus de toute nature, y compris en matière médicale, si vous soutenez que les vaccins Pfizer, BioNTech, vaccins entre guillemets, ou Moderna ne comportent aucun risque, soyez prêts à signer une déclaration de nature engagée votre responsabilité civile et pénale en tant que représentant de la nation. J'ai sous-signé, député Tartampion, atteste que l'administration de la thérapie génique communément dénommée vaccin, émise par les laboratoires Pfizer, BioNTech et Moderna, est la solution la plus adaptée pour les Français dans la lutte contre la Covid-19. Je déclare assumer ma responsabilité civile et pénale personnelle en ma qualité d'élu de la nation si les Français devaient subir des effets indésirables pouvant aller jusqu'au décès à la suite de l'injection de ce vaccin. Là, vous les mettez de dos au mur. Mais ils sont dos au mur. Et moi, je suis juriste. Et j'apporte ma petite sève de juriste à l'association Réaction 19, qui n'est pas un cabinet d'avocats, ni un collectif. Je leur dis, présomption, de deux choses l'une. Soit ils signent, et alors j'ai la certitude que ceux qui me conseillent sont conscients, mais s'ils ne signent pas, moi je dois tirer la présomption qu'ils ne valident pas du tout. Donc aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous n'avons aucune déclaration signée par quiconque prêt à engager sa responsabilité civile et pénale pour l'usage du vaccin. Et je rappellerai que dimanche, le gouvernement annonce commencer. Et comme par hasard,
Théoriquement, tout aurait dû commencer en janvier, et là, ils sont très pressés. Depuis que la plainte est déposée, il faut aller vite, 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 pour que les gens n'aient pas le temps. Moi, je demande que les gens, vite, s'associent à la plainte. S'associent à la plainte pour qu'il y ait des milliers de Français qui disent au gouvernement, vous êtes en train de nous traiter comme des cobayes. Nous sommes des Français. Nous ne sommes pas des moutons. Nous sommes le pays de la Révolution française. Nous sommes le pays des droits de l'homme. Et nous ne sommes pas des esclaves d'une dictature sanitaire. Est-ce que là, on peut dire que c'est comme une action collective? Plus il y a de monde, plus il y a de poids juridiquement? Mais c'est une action juridique, collective, mais aussi une action politique. Parce que quand vous n'avez plus d'opposition au sein du Parlement, quand vous n'avez plus la possibilité d'avoir un pouvoir démocratique, quand le peuple n'est plus représenté, parce que Castex et les autres ministres, ce sont des apparatchiks, ce ne sont pas des gens qui ont été élus par les Français, mis à part le fait qu'ils sont désignés et puis approuvés. Ah, vous êtes magnifiques. Quand on a fait l'approbation d'ici, l'approbation du Parlement. Ouais. Mais quelle approbation? Ça, c'est une démocratie? C'est pas une démocratie. Beaucoup de parlementaires ont dénoncé le fait que beaucoup de décisions se prennent lors d'un certain conseil de défense, oui, dans lequel tout est opaque, les décisions ne sont pas écrites et il n'y a aucun parlementaire qui peut y assister. Mais c'est gravissime. C'est d'une gravité monstrueuse. On est en train de bafouer le comité de défense. D'abord, c'est pour un comité quand on est en guerre. La France n'est pas en guerre. On a utilisé ce terme-là. Monsieur le Président dit « nous sommes en guerre ». Parce que comme ça, on crée la terreur. C'est un mot qui fait peur. C'est par la peur qu'on peut gérer les Français. Et il y a peur, il y a le virus, tous bâillonnés avec le masque, parce que le masque est le révélateur. Si on a levé le masque, il n'y a plus de virus. Vous savez très bien, M. Véran l'avait dit lors d'un déjeuner. Il faut qu'on mette le masque pour faire croire aux Français qu'effectivement il y a un virus. Parce que si on enlève le masque, il n'y a plus de virus. Alors que tous bâillonnés avec le masque, oh, on est là. Quand on marche sans masque, les gens te regardent. C'est un outil psychologique. Bien sûr que c'est un outil psychologique. Et d'ailleurs, l'OMS, il le dit, Anthony, parce qu'il faut le dire, les rapports de l'OMS sur les masques. L'OMS ne dit jamais le masque sert. Le masque fait partie de ce qu'on peut présumer. Mais surtout, ça permet de créer une socialisation du peuple, d'abord, parce qu'il faut la couture de le masque. Parce que bien sûr, on est tous des couturières chez nous à la maison en train de faire la couture du masque, qu'on va se mettre avec des petits cœurs, qui est un signe extérieur de relation sociale. C'est une honte. C'est une honte monstrueuse. Parce qu'aujourd'hui, on voit quand même que les États et les pouvoirs sont en train de traiter les peuples comme des brebis égarées. Et méprisées et humiliées. Et je le dis avec ce terme-là. Parce que le fait de présenter, par exemple, un projet de loi le 21 décembre pour construire un passeport sanitaire, on est à quelques jours de Noël. On exploite même la période des vacances pour que les gens ne se rendent pas compte de ce que le gouvernement met en place pour trahir les Français, pour trahir leur volonté, pour trahir ce qu'ils sont dans leur essence. Un peuple libre qui aujourd'hui est martyrisé par une dictature. Votre procédure juridique que vous avez engagée il y a quelques jours, quels sont les délais qui courent maintenant? Les délais sont simples. Nous avons déposé la plainte, nous avons 3 mois. Le procureur, 3 mois, il peut ouvrir une enquête préliminaire ou pas l'ouvrir. Et c'est pas parce qu'il n'ouvre pas que la plainte est finie. Nous allons transformer la plainte en plainte avec une constitution de partie civile déposée entre les mains du juge d'instruction, du doyen des juges d'instruction de Paris, qui sera obligé d'enquêter parce que c'est une obligation posée par la loi. Dès lors qu'on me demande de consigner une somme, je le ferai. Et à partir de ce moment-là, l'action publique sera en route. Donc il peut se passer 3 mois sans qu'il ne se passe rien? Rien. Mais je suis obligé de l'attendre. Oui, parce qu'en droit français, vous ne pouvez saisir le juge d'instruction seulement en cas de crime, en cas d'atteinte aux personnes, en temps de délit sexuel et aussi en matière d'injure ou diffamation. Dans les autres cas de figure, vous avez l'obligation, même si vous avez une pluralité de délits, dès lors que ce n'est pas un crime, vous devez saisir d'abord le parquet. C'est une obligation légale. Même si ce délit peut courir dans ces 3 mois, puisque dans ces 3 mois, on peut vacciner la moitié de la population. Non, je suis obligé. Mais ce qui est très important aujourd'hui, c'est qu'il y ait une réaction politique. Et cette réaction politique, après, il y aura certainement des personnes vaccinées. Mais mon but, c'est de protéger la majorité des Français. Si je pouvais
protéger tout le monde, je serais heureux. Mais est-ce que moi, ai-je la capacité aujourd'hui, face à l'État, face à la machine infernale de l'État, d'aller bloquer cette volonté affichée, d'aller vite pour que, comme ça, on pourra dire oui, on a commencé à vacciner. Dimanche, après Noël, on a commencé à faire le premier cadeau empoisonné de Noël aux Français. Et je le répète et je le dis, que c'est un cadeau empoisonné. Parce que tout ce que j'ai mis comme effet et comme risque dans ma plainte, ce ne sont pas des choses qui font l'objet d'une analyse ou d'une opinion de ma personne ou des avocats qui ont rédigé la plainte. Ce sont des faits et ce sont des rapports. Il y a un conflit entre le Conseil de l'ordre des médecins et une grosse association de médecins, y compris internationaux, qui disent à l'ordre des médecins comment vous pouvez cautionner cela. Ça sera le plus grand scandale sanitaire de toute l'histoire de la France, pire que le sang contaminé. Et je vais vous dire une chose, chers messieurs, quand on parle du franc, que le gouvernement a trompé les Français pour le masque, encore. Mais là, on oublie quelque chose on ne cite pas, parce qu'on cache, c'est Remdesivir. Vous avez Gilead, l'OMS, le ministère de la Santé, l'Agence européenne du médicament, tout allait bien, Remdesivir merveilleux, l'hydroxychloroquine non, Remdesivir oui. 2800 $, 2500 €, chaque soin. On en signe pour 500 000, 1,5 milliard, 1,8 milliard. Gilead, laboratoire qu'en France a la main très longue, je rappellerai, qu'elle finance pas mal de structures dans lesquelles plusieurs médecins se présentent au perchoir des médias mainstream. Et souvent, plus ils sont en lien avec Gilead, plus ils sont défavorables à l'hydroxychloroquine. Mais ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Hydroxychloroquine, mais Remdesivir, le 20 novembre, l'OMS dit effets collatéraux terribles, stop. Donc Remdesivir est banni. On a utilisé notre argent parce que l'argent de l'Europe, c'est notre argent. Ils ne produisent pas de richesse à Bruxelles. Hein. Ce sont nos impôts qui vont dans les caisses du fisc français et qui partent ensuite dans les caisses des apparatchiks qui gèrent l'Europe. Ce sont des fonctionnaires, pas des élus, qui utilisent notre argent pour acheter des médicaments pourris. Parce qu'aujourd'hui, on sait que Remdesivir est un médicament pourri. Et d'ailleurs, plus personne ne l'utilisera. Il n'est plus utilisé parce qu'il était banni. Alors qu'ils savaient. Et tout avait été fait pour bannir l'hydroxychloroquine. Et je rappellerai qu'il y a la deuxième usine de chloroquine qui a brûlé. Alors on a vu l'information circuler justement, oui. Effectivement on voulait la vérifier parce que ça paraît ahurissant. C'est pas simplement une petite information, ça fait partie de ce qui est aujourd'hui la bataille de la santé, qui est plus puissante que le montant global annuel du pétrole. Et quand vous avez aujourd'hui une industrie comme l'industrie pharmaceutique qui pèse plus que le pétrole, vous ne croyez pas que ma vie n'est pas en péril? Vous ne croyez pas que ceux qui se battent contre les industries pharmaceutiques ne voient pas leur vie en péril? Mais c'est normal. Mais moi aujourd'hui, je préfère, je le répète encore, je n'ai aucune envie de mourir, j'ai envie de continuer, j'ai envie de continuer, de poursuivre mon travail pour la liberté. Mais il faut que quelqu'un ait le courage d'aller contre la pensée unique, avoir le courage d'aller contre la dictature, avoir le courage de rappeler que nous devons vivre dans un monde de liberté et pas dans un monde dans lequel nous serons opprimés jour et nuit, parce que le projet des lois, ce n'est pas que le passeport sanitaire, c'est permettre à tout moment au gouvernement, pour un motif sanitaire, de prendre des mesures sans aucun contrôle parlementaire. Ça veut dire tout simplement les pleins pouvoirs. Tout va être exécutif. Et quand on parle de l'exécutif, mais peu importe qu'une reine s'appelle Elisabeth, oui. Ce qui compte, c'est la monarchie. Eh bien, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il s'appelle Castex? À partir du moment qu'il y a quelqu'un qui sera Premier ministre, qui pourra tout faire, on sera toujours dans une dictature. La dictature, c'est quoi? C'est la concentration des pouvoirs. Et quand vous avez un décret, que vous pouvez l'attaquer que devant le Conseil d'État, que vous pouvez quasiment, que devant le tribunal judiciaire, vous pouvez attaquer, vous avez la justice. Il y a une chance que le Conseil d'État s'oppose à l'État? Bon, vous savez, quand on était étudiant, qu'on regardait des grands arrêts du Conseil d'État, c'est oui, vous avez quelques décisions. Mais quand vous regardez tous ceux qui sont rejetés par le Conseil d'État, mais ce n'est pas du droit. Vous savez, pour le Conseil d'État, juger, c'est gérer. C'est faire exactement la même chose qu'a fait l'administration parce que c'est la puissance publique. Nous sommes dans un État
hegelien dans lequel nous sommes partis d'encore. Nous ne sommes plus des sujets de droit. Vous savez, la Révolution française avec Descartes avait créé les sujets de droit. Le sujet des droits était au centre de l'univers. C'était porteur des droits. J'ai le droit de vivre, d'aimer, d'avoir de la propriété, de pouvoir m'exprimer. C'est le droit de l'homme, l'homme en tant que sujet de droit. Aujourd'hui, nous sommes en train de devenir des objets de droit. Qui nomme les membres du Conseil d'État? Sont nommés par nomination gouvernementale, cher ami. Ce sont des fonctionnaires de l'État. Vous pensez qu'aujourd'hui, celui qui rédige les mémoires pour la défense du ministre de la Santé, c'est celui qui siégeait au Conseil d'État et qui connaît parfaitement ce qui siège au Conseil d'État. Un avocat qui devait faire un truc pareil, qui devient juge, il aurait un copain qui va plaider devant lui, mais c'est n'importe quoi. Nous serons bannis tout de suite, notre ordre pourrait intervenir. Voilà ce que nous vivons. Ce n'est pas un tiers impartial et désintéressé. Pourtant, c'est la juridiction suprême. Mais oui, mais c'est la juridiction suprême d'un système qui a été construit de manière éphémère. Et que nous vivons alors, on enseigne pendant des années le Conseil d'État, le droit administratif, on se gargarise. Mais là que nous avons besoin de réaliser nos droits, il n'y a pas de juridiction. J'étais l'autre jour à Stockholm, dans un congrès international, je disais, nous n'avons pas de juridiction. Parce qu'en Europe, vous avez le Conseil d'État italien, par exemple, qui dit que l'hydroxychloroquine est un médicament qui peut être utilisé. Il a été dit par le Conseil d'État. Mais vous ne pouvez pas dire en France, il y a autorité de la juger. On dit, ah ben non, ce sont les Italiens qui ont décidé ça. Nous, on est le Conseil d'État ici, on s'en fout royalement. Donc, quand on a la législation européenne qui s'impose à tous, on doit fermer notre pif, et quand par contre on doit faire la justice, nous devons aller devant nos juridictions. Ah, on dit la Cour européenne des droits de l'homme, magnifique, le Conseil de l'Europe. Excusez-moi, vous avez vu une décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme depuis le mois de mars? Mais il n'y en a pas. D'abord parce que le Conseil de l'Europe est financé par Soros, et aussi par Soros et par notre ami Bill Gates, que vous avez de l'argent qui est aussi dans les caisses du Conseil, pas seulement du Conseil de l'Europe, de la Cour européenne des droits de l'homme. La CEDH est financée. Il y a des formations pour les magistrats qui sont avec de l'argent qui est utilisé de Soros. Vous voulez quoi? Que vous avez une juridiction objective qui n'a pas de conditionnement? Quand vous avez plusieurs juges qui sont nommés des organisations gouvernementales qui sont financées par Soros, il n'y a pas un petit peu de conflit d'intérêts? Et quand vous avez, en Europe, vous avez quoi? La Cour de justice de l'Union européenne. Ah, mais c'est bien. Mais le statut sur vos doigts, sur le mien, pas du tout. Vous avez entendu une décision rendue, ils sont saisis, un ex-article 263, sur les actions. On a contesté le règlement du 15. Vous avez une décision qui va être rendue? Mais vous plaisantez ou quoi? Il n'y a aucune décision qui sera rendue. On sera tous triturés, on sera avec un passeport. Donc, à un moment donné, il faut faire ce qu'on appelle le droit au quotidien. Le droit doit devenir politique. Ce que nous faisons, ce n'est pas seulement du droit. C'est réveiller les consciences des gens, parce qu'en lisant la plainte, ils puissent se rendre compte. La plus belle phrase qui m'a été dite par un adhérent, il m'a dit, c'est pas parce que je suis adhérent de REC 119 que, sous ce que vous dites, je le crois. J'ai dit, aucun problème. Et il écrit dans le mail, par contre, quand je lus la plainte, j'avais des doutes si j'allais ou pas me faire vacciner. Mais quand j'ai lu la plainte, je n'ai plus aucune envie de me faire vacciner. Et pour moi, c'est le plus beau compliment que je pouvais avoir. Je n'ai rien péché. Je n'ai pas fait mon sketch. Je n'ai pas fait un travail d'histrion. J'ai rédigé une plainte. Vous la lisez, vous en tirez les conséquences. Et un message comme ça, c'est un beau message. On la retrouve, j'imagine, cette plainte en intégralité sur le site Bien REC sûr. 119. On mettra le lien. www.rec119.fr. Vous avez le site avec la possibilité d'adhérer. La possibilité, pour adhérer à la plainte, il faut être un membre de l'association. Donc, ce ne sont pas 10 € pour la plainte, c'est 10 € pour être un adhérent de l'association. Cet argent rentre dans les caisses de l'association qui a des frais qui ne sont pas mon argent, moi je ne touche rien, c'est dans les caisses de l'association qui sert à financer et à payer, mais l'association n'est pas faite pour demain. L'association va perdurer parce que la bataille pour la liberté ne s'achève pas après-demain. Envers quelles dernières institutions juridiques en France vous avez encore confiance? Les juges pénaux, les juges d'instruction. Je reconnais mes erreurs, j'avais dit que le juge d'instruction, qu'il fallait s'inspirer d'une procédure accusatoire. Je l'ai reconnu que je m'étais trompé. Je remercie que la France n'ait pas abrogé le juge d'instruction. Que la France soit encore un système. Parce qu'à la fin, j'ai discuté avec des avocats italiens. Vous savez que 60%
des avvisi di garanzia, c'est des mises en examen en Italie, n'aboutissent à rien. Alors qu'en France, bien sûr qu'il y a parfois des enquêtes qui sont longues, des instructions longues, mais vous savez que c'est quand même très rare qu'il y ait des renvois en correctionnel avec beaucoup de relax. Alors pourquoi le juge d'instruction bénéficie à vos yeux encore d'une certaine dose de confiance? C'est merveilleux. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est indépendant. Il est nommé et inamovible. Vous ne croyez pas que les juges qui ont enquêté dans les dossiers de M. Sarkozy n'ont pas eu de pression? On disait que c'était une justice politique, on leur a tout dit. Et même, M. Sarkozy a été renvoyé correctionnel. Les ordonnances de renvoi n'ont pas été annulées. Moi, je ne sais pas si c'est juste ou pas juste. C'est un constat. Un président de la République qui a fait l'objet d'une instruction. Il y en a d'autres qui sont en cours. Mais il n'y a pas que lui. On a eu d'autres qui ont été renvoyés correctionnels par les instructions en politique de gauche et de droite. Et vous avez beaucoup qui ont été relaxés de ceux qui ont été renvoyés par les juges d'instruction? Pas beaucoup. Je connais les juges d'instruction, je ne suis pas un pénaliste de nature, mais j'ai vu des juges faire un travail remarquable. Vous avez des juges, en plus, qui sont nommés pour un temps, qui ne peuvent pas s'asseoir à vie dans le banc de l'instruction pénale. Trévidic, qui est un très grand juge d'instruction, dans le cadre de l'antiterrorisme, a fait ses 10 ans, il a dû quitter. On ne pouvait bénéficier de sa compétence, mais la loi est faite comme ça. Parce qu'effectivement, c'est un gage d'indépendance. Vous ne pouvez pas vous instaurer dans un processus de relation politique. Le juge d'instruction est l'homme le plus puissant de France. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il est plus puissant que le président de la République. Parce qu'un juge d'instruction, il a le pouvoir d'enquêter, surtout d'aller très loin. Et du fait que les politiques le savent, comme par hasard, on ne fait plus de conseil des ministres. On fait des comités de défense. Pourquoi? Parce que tout ce qui est fait en comité de défense est protégé par le secret militaire. Or, la seule limite qu'un juge d'instruction ne peut pas franchir, c'est le secret militaire. Donc, à travers ça, ils disent circuler. Du fait qu'ils ont eu peur des perquisitions, à partir de là, M. Macron, splendide représentant de la démocratie française, il a décidé d'occulter tout son travail politique avec ses acolytes dans un comité de défense qui ne permettra pas aux Français de savoir ce qui était discuté, et, sauf les décisions qui deviendront publiques, mais ce qui était discuté, les motifs, ce que vous avez dans un conseil des ministres, tout est transcrit. Donc sur un conseil du ministre, on peut être attaqué, on peut être tenu responsable. On peut les chercher, ce qui était dit. D'accord. Dans le cadre d'une enquête pénale, on peut les chercher. En Italie, Salvini, on est allé chercher le conseil des ministres pour savoir ce qui avait été discuté. Est-ce que c'était un choix de Salvini de ne pas faire entrer le bateau dans le port de Lampedusa, ou c'était un choix gouvernemental? Parce qu'il y a eu des effets néfastes sur les pauvres gens qui étaient dans ce bateau. Certains sont morts, certains ont eu des conséquences effroyables. Pareil, en France, s'il y a une enquête en matière sanitaire de choix qui ont été faits, etc., c'est bien de savoir, est-ce qu'il y a une discussion au sein du Conseil des ministres? Est-ce que le ministre de la Santé a pris une décision seule ou c'était l'objet d'une décision collective? C'est important pour déterminer une éventuelle responsabilité pénale, parce que je rappelle que les ministres peuvent être poursuivis devant les cours de justice de la République, qu'il peut y avoir des infractions pénales imputables à un ministre. Après, la juridiction, on peut la discuter, mais il n'en demeure pas moins que ça existe. Donc, le fait de pouvoir percevoir, récupérer des infos sur des écrits d'échange, c'est très important. Il n'y aura rien. Un conseil de défense, c'est un trou noir juridique. C'est un trou noir juridique. D'accord? Ça veut dire couvert par le secret défense. Secret défense qu'il est rarement enlevé, même face au juge d'instruction. Qui peut l'enlever? Le président de la République et le gouvernement. Voilà. Donc, quand vous avez ça, vous ne pouvez pas enlever le secret défense. Point à la ligne. Circuler, rien à voir. Donc, le juge d'instruction est notre dernière digue démocratique, finalement. C'est ce que je dis lors d'une conférence. J'ai rappelé que le juge pénal, c'est le dernier bastion. Et la démonstration que en toute l'Europe, vous n'avez aucune décision administrative ou civile d'envergure, si ce n'est que la décision du Conseil d'État pour l'hydroxychloroquine. En Europe, vous avez la décision de la Cour d'appel de Lisbonne qui a annulé des confinements qui avaient été imposés à des touristes allemands à la suite de tests PCR. Et les juges de la Cour d'appel de Lisbonne qui ont rendu la décision sont aujourd'hui sous enquête.
dans ce qu'on appelle le Conseil supérieur de la magistrature portugais, pour vous dire à quel point ces juges-là qui ont osé critiquer la fiabilité des tests PCR. C'est parmi les éléments de la motivation. Donc aujourd'hui en France, qu'est-ce que nous avons comme décision? Nous avons quoi? La décision du Conseil d'État qui augmente la jauge de 30 à 50, ou que dit le gouvernement augmenter le nombre de personnes dans une église? Permettez-moi de vous dire, c'est pas ça. Une décision éclatante du Conseil d'État en matière de droit. Tous les recours sont rejetés. Tout ce qui concerne les fermetures, magasins, activités, alors que les loisirs font partie du préambule de la Constitution de 1946, on s'assoit dessus. La seule chose qui compte, c'est la santé, la santé, la santé, la santé. Mais quelle santé? La santé, ça veut dire ne pas avoir de maladie. La maladie est là. La Suède, que tout le monde tente de critiquer, j'y étais à Stockholm. J'y étais à Stockholm, j'ai vu les gens qui se promènent avec un masque, ceux qui promènent sans masque, ceux qui vivent. Est-ce que c'est aussi libre qu'on le dit? Mais je vous donne ma parole d'honneur, il y a les images que je postais, on a mangé au restaurant, on a bu, je ne porte pas de masque dans le restaurant, je ne porte pas de masque dans les magasins, je ne porte pas de masque dans la rue. Taux de mortalité sur la population entière. Sans confinement, sans aucune mesure, 0,07. Alors on a fait le calcul, oui. On était à aujourd'hui 0,081% de décès en Suède. En France, on est à 0,092% de décès. C'est ça que je sais. Donc c'est très proche. Et ils n'ont pas confiné. Jamais. Et ils n'ont pas détruit leur économie. Et je peux vous dire autre chose, ils n'ont pas détruit leur économie. Je peux vous dire autre chose, qu'il y a beaucoup de Français qui sont en vacances pour les congés de Noël. Et beaucoup d'Italiens. Parce que, comme par hasard, c'est une monarchie quand même extraordinaire, parce que vous êtes dans le vieux centre de Stockholm, vous avez le château du roi, et c'est quand même dans une monarchie que nous avons un peu de liberté. Et nous ici, le pays des droits de l'homme, on est traités comme des criminels avec le couvre-feu à 20h. Tous à la maison, couvre-feu. Le mot déjà m'effraie. Couvre-feu à 20h. De 20h à 6h du matin. On se sent en guerre. Mais bien sûr comme ça, mais c'est monstrueux. Mais c'est cette théorie de la terreur qui est imputée sur les gens de manière permanente. Et comment voulez-vous que quand vous m'attaquez, parce que les personnes, après c'est le syndrome de Stockholm, on a la journée de Noël, on n'est pas encore... Mais c'est merveilleux, vous êtes quasiment content. C'est comme celui qui est séquestré, qui est content de son geôlier parce qu'il lui donne une tranche de pain en plus, ou lui fait voir une petite lumière, pour qu'il puisse être là. Il aime de son geôlier. Parce qu'il va récupérer ça. Vous voyez que ce que nous vivons. Liberté, ouais. Et malheureusement, ce que nous disons là, malheureusement n'est pas dit sur les grandes chaînes, les grandes baisses du journal télévisé de TF1, de France 2, de France 3, des chaînes d'information continue. Qui appartiennent à 9 milliardaires. Bien sûr. Et qui sont ceux qui ont élu Macron. C'est pas moi qui ai élu Macron. Moi, je ne vote même pas. Je suis un étranger. Et s'ils vont m'enlever même le droit d'y rester, ils m'ont donné un coup de pied au cul. Si effectivement je dérange trop, parce qu'ils vont dire, toi, l'étranger, même si tu payes tes impôts, du quoi tu te mêles en France? Même si ça fait 35 ans que tu es là, tu as tes enfants, mais du quoi tu te mêles? Casse-toi. Parce qu'on en est là. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, je le dis à ma femme et à mes enfants, je me suis embarqué dans quelque chose dont je ne mesure pas la portée. Mais sachez, mes enfants, et sachez que je suis dans une situation dans laquelle tout peut m'arriver. Je vous donne ma parole d'honneur. Et c'est pas que je suis en train d'inventer. L'autre jour, je marchais dans la rue, pas loin d'ici, une dame qui me reconnaît me dit « Ah, je vous suis, je suis adhérent de Réaction 19, ça me fait plaisir de vous croiser, etc. » Et il me dit « Mais vous n'avez pas de garde du corps ?» La question peut être anodine, moi j'y pense même pas. Mais vous imaginez quelqu'un que je ne connais pas, qui me croise dans la rue à Saint-Philippe-de-Roule et qui me demande si j'ai pas de garde du corps. Pour moi, c'est même impensable. Mais vous voyez la situation, vous voyez ce que je suis en train de vous dire. Il est clair que, pourquoi, quand on me parle, ah, vous avez fait une plainte contre X, vous n'avez pas fait une plainte contre personne de nommée. Oui, mais combien sont ceux qui ont fait des plaintes? Vous connaissez beaucoup d'avocats qui ont déposé des plaintes? Beaucoup d'avocats qui ont le courage de critiquer la dictature sanitaire dans laquelle nous sommes? Vous avez beaucoup d'avocats qui se sont liés, unis, ensemble? Vous croyez que j'ai beaucoup d'avocats qui m'envoient des emails ou des courriers en disant « Bravo, merci » Combien de confrères vous ont rejoint justement dans ce combat? Là, j'en ai quelques-uns qui est à l'association, bien sûr. J'ai des avocats, surtout de province, qui m'ont envoyé des emails très agréables, mais qui ne sont pas, qui ne veulent pas apparaître. Certains qui pourront le faire, je l'espère. C'est vrai que sur le devant de la scène, on vous voit on voit Maître Divisio. Non, mais Divisio, ne confondons pas les choses. Moi, je suis là en tant que président de Réaction 19.
Divizio, lui, il est avocat dans le cadre de son cabinet. Moi, je ne suis pas là en train de parler de CAB associé. CAB associé, vous ne l'entendez jamais dans ma bouche. Parce que ce sont deux choses différentes. Moi, je travaille pour Réaction 19 là. Ma bataille, c'est pour les gens qui sont adhérents de Réaction 19. Et pas là pour ouvrir des dossiers au sein de mon cabinet. Mon cabinet se portait bien avant, il se porte bien pendant, et il se portera bien après. Et il n'a rien à voir avec Réaction 19. Divizio fait son travail d'avocat, et grand bien lui fasse, c'est que pour tout ce qu'il fait, pour Raoult, etc. Et bien sûr, tant mieux qu'il y ait des divisions pour défendre des Raoult, etc. Mais on ne fait pas le même boulot. Là, c'est pas l'avocat. L'avocat, c'est mon métier de base. Mais ceux qui parlent là, c'est Carlo Brusa, citoyen qui vit en France, qui est président de l'association Réaction 19 et qui se bat pour la liberté. C'est tout ce que je tente de défendre. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'immunité particulière. Vous croyez qu'il y a beaucoup d'actions qui sont faites? Je suis en contact avec l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal. Excusez-moi. Vous n'avez aucune action comme la nôtre qui a été entreprise. Tout le monde s'inspire de ce que nous faisons. Tout le monde est en train de s'inspirer pour notifier ça, même au Québec. Mais il n'y en a aucun qui m'a apporté. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas un document qui m'arrive d'un autre pays en disant « Voilà, Carlo Brusa, ce que je fais ». Le confrère Flemich, qui a toute mon estime, il a mis en œuvre une procédure pour le test PCR, mais c'est une procédure civile. À l'état actuel de choses, il n'y a pas de décision particulière, si ce n'est celle du Portugal. En Italie, on a fait des actions. L'hydroxychloroquine, bien, mais il n'y en a pas d'autres. Il y a des plaintes déposées par le Codacons en Sicile pour le test PCR. Mais vous n'avez pas. Les gens prennent notre plainte est partie, aujourd'hui traduite en anglais, sera envoyée à tout le monde, pour tous les anglophones, parce qu'ils ont demandé. Quand j'étais à Stockholm, on a échangé avec l'avocat du Québec, avec des avocats américains, mais même aux États-Unis. Quand ils ont su la plainte que j'avais faite, me dit mes confrères aux États-Unis, il faudrait des centaines de milliers de dollars pour faire ce que vous avez fait, avec le risque de se faire attaquer en plus. Et donc vous prenez beaucoup de risques, vous prenez beaucoup de choses sur vos épaules, parce qu'effectivement, peu de vos confrères avocats se mettent aussi en avant que vous. Mais c'est pour ça que je suis content de pouvoir vous expliquer cela. Parce que quand je fais mes vidéos, moi je n'y pense pas, mais vous me demandez des questions qui me permettent de pouvoir faire comprendre des choses. Qu'aujourd'hui, les gens parlent blablabla de réunions, on passe des heures à réunir, et puis les actes, est-ce qu'il y a un qui a le courage de dire... Mais même si ma plainte est contre X, bien sûr qu'on parle de Pfizer, on parle de BioNTech. Mais moi, aujourd'hui, je ne sais pas à qui imputer des infractions pénales. Il faut une enquête pénale pour dire qui a fait quoi chez Pfizer, pour quelle raison BioNTech et Pfizer ont-ils gagné le marché en premier. Comment se fait-il ça? Je ne l'ai pas. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Alors qu'il y a certainement des secrets. Comme par hasard, pam, 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 en quelques mois, on sort un truc. Mais M. Raoult, sauf à le traiter aujourd'hui de débile mental, mais le professeur Raoult, c'est un des meilleurs au monde. Et si le professeur Raoult, c'est pas moi, dit, mais c'est étonnant. Il a fallu 10 ans pour faire un vaccin contre la grippe qui n'est même pas parfait. Et là, en quelques mois, en quelques semaines, on sort ce qu'on appelle un vaccin contre la Covid-19. Il m'a dit, j'y crois pas trop, c'est lui-même qui le dit. Sans études randomisées, double aveugle, comme ils ont voulu avec l'hydroxychloroquine. Donc il y a un 2 poids 2 mesures évident. Mais même l'étude randomisée sur ce qui a été fait à l'hydroxychloroquine était bidon parce qu'on le sait, on sait très bien. Et il y a tous les erreurs qui ont déjà été mises en exergue pour qu'effectivement même là soit totalement bidon parce qu'on ne l'a pas parfaitement compris. Hein. La chloroquine, pendant 30 ans, elle fait du mal à personne et puis du jour au lendemain, devient quasiment un poison et du jour au lendemain, il ne faut surtout pas la prendre parce qu'effectivement, on va mourir du jour au lendemain. Presque 70 ans. Ah ben oui, c'est presque 70 ans. Un des médicaments les plus utilisés. Absolument. C'est assez curieux. Alors justement, il nous reste quoi en France? Au Conseil d'État, on a vu, c'est pas du côté du citoyen, puisque finalement, nommé par le gouvernement ou l'exécutif, donc bon, pas du tout indépendant. Conseil constitutionnel, est-ce qu'on peut compter dessus? Pardon? Le Conseil constitutionnel, on peut compter dessus? C'est une question. Vous savez, le Conseil constitutionnel aujourd'hui, c'est le plus grand, et on aura le temps d'en parler de ce qui se passe au Conseil constitutionnel. Mais malheureusement, là, c'est trop tôt. Parce que c'est un des plus grands... C'est le plus grand scandale peut-être judiciaire, parce qu'au fond, le Conseil constitutionnel qui peut être le dernier bastion ne l'est pas. Ne l'est pas, le bastion de la liberté. Aujourd'hui, il a réussi à torcher la Constitution et le bloc de constitutionnalité d'une manière ignoble. Et quand je dis ignoble, il faut lire les décisions, dont la motivation juridique est à des niveaux
qu'un étudiant de première année de droit, un peu formé, peut mieux rédiger ce qui était rédigé par le Conseil constitutionnel. Ce ne sont pas des décisions qui garantissent les lois qui sont attaquées formellement devant le Conseil constitutionnel. C'est pour cette raison, je vous dis ça, mais qui préside ? Qui siège au Conseil constitutionnel? Et c'est un organe démocratique et ce sont des gens élus par le peuple. Ce sont des personnes nommées, on se nomme par le Sénat, par l'Assemblée nationale, par le président de la République, et qui sont là et qui vont répondre. Vous avez un monsieur comme Fabius qui devrait être à la retraite depuis longtemps, qui siège toujours là, qui préside le Conseil constitutionnel, alors qu'on connaît même l'histoire de son fils, il faudrait peut-être s'écarter quand on vit des choses comme ça. Et alors qu'il préside le Conseil constitutionnel, un monsieur qui a fait toute sa carrière politique en France, de juriste. Donc j'ai dit ça, je ne veux pas. C'est une honte ce que nous vivons là. C'est une honte. Plus aucun garde-fou. Nous n'avons pas de garde-fou. Le seul garde-fou, c'est le peuple. C'est le seul qui peut aujourd'hui modifier les choses. C'est pour ça que mon but, c'est de travailler, comme eux ils le font, moi de travailler, avec mes vidéos, d'expliquer, de réexpliquer pour faire comprendre que ce qui se passe n'est pas conforme à la loi. En réalité, ce qui n'est pas conforme, c'est conforme au droit. Et mon lapsus, c'est volontaire, parce que les gens confondent la loi, mais la loi est une source du droit parmi les autres. Mais la loi peut être injuste, parce que tout le droit n'est pas la loi. Par contre, toutes les lois doivent être intégrées dans le droit. Et c'est là qu'aujourd'hui tout ce qui est fait cloche. Parce que rédiger des décrets dont vous n'avez pas quelqu'un qui dit le droit, la juridiction, c'est faire de la dictature. Même en Corée du Nord, on fait des lois. Mais ce sont des lois d'une dictature comme celle qui est coréenne. Et les gens disent, je respecte ce que dit. C'est vrai qu'il y a une confusion qui est entretenue. D'ailleurs, les gens savent très très peu comment fonctionne le droit, les juridictions en France. On est assez baigné dans le flou d'ailleurs à l'école. C'est pour cette raison que je me bats et que Réaction 19 et les heures que je passe, c'est pour tenter de vulgariser. Je ne suis pas toujours parfait parce que la perfection n'existe pas, mais j'ai fait les choses avec passion, avec amour. Parce que j'aime les gens, parce que j'aime la vie, je sais qu'il me reste encore quelques années à vivre sur cette terre, et bien je tente de le faire, d'utiliser le temps que j'ai pour tenter de laisser quelque chose à l'humanité, si je peux le faire. Alors justement, Réaction 19, vous nous disiez tout à l'heure, vous avez presque 40 000 adhérents, voire plus. Quelles sont les prochaines étapes justement de cette association, et qu'est-ce qui vous manquerait comme moyen pour aller un peu plus loin? Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est le réveil du peuple. Ce qui m'intéresse, ce sont les gens qui s'associent aux plaintes. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait une prise de conscience que le droit, il faut le lire dans les actes que nous faisons et pas dans les décrets pourris qu'on nous vend comme étant force à la loi. Ce que je veux, c'est qu'effectivement, ceux qui sont en train de tromper la France soient sanctionnés. Parce qu'un jour, la justice passera. Et moi, peut-être je ne serai plus là, il y aura quelqu'un qui reprendra le flambeau. Parce qu'aujourd'hui, nous devons lutter contre ce qui est en train de se passer, cette gouvernance mondiale qui veut rendre les peuples, notamment d'Europe, des esclaves. De deux choses l'une. Soit l'Europe devient une vraie démocratie, avec une vraie représentation populaire, avec des vrais élus, ce qui est très difficile dans le contexte actuel, parce que la gouvernance mondiale a voulu créer cette technocratie qui gère aujourd'hui l'Europe, ou sinon peut-être il faudra sortir de l'Europe et revenir dans la France, revenir avec une France des frontières, mais pas des frontières occultes, pas d'un obscurantisme. Avoir des frontières, c'est pas l'obscurantisme. Les frontières ont fait ce que la France a fait de meilleur, ce que l'Italie a fait de meilleur, parce que quand on est dans les frontières, on est dans un pays, vous avez un territoire, une population, un gouvernement, vous avez une vraie démocratie, vous avez des vrais débats. Et la France a été la lumière du monde. Est-ce que la France avait besoin de l'Europe? C'est peut-être l'Europe qui avait besoin de la France. Toute petite dernière question avant d'arrêter cette interview. Est-ce que depuis la Suède, vous avez vu des témoignages de Suédois, comment ils voient la France depuis leur pays? Est-ce que vous avez des gens qui ont un petit... Alors, quand j'ai été là-bas, j'ai eu l'occasion de discuter et dans un restaurant, j'ai commencé à crier liberté, liberté, et aussi les serveurs qui étaient du restaurant à crier liberté. Je trouvais ça merveilleux. Et nous avons échangé un moment, il dit, mais nous, bien sûr, on est conscient qu'il y a la Covid et tout, mais nous, on ne veut pas perdre ce que nous avons conquis. Et ceci est une même mentalité, parce que nous n'avons pas, notre société n'est pas une société totalement libre, nous avons une société extrêmement contrôlée, ils le disent eux-mêmes. Mais ce contrôle, ça nous permet aussi d'avoir une grande responsabilité personnelle. Et ça veut dire que nous sommes conscients, donc celui qui veut porter le masque, il le porte.
celui qui doit mourir va mourir parce que c'est comme ça que fonctionne la vie. C'est ça l'échange que j'ai eu. C'est des choses assez incroyables d'entendre parler comme ça. Il y avait même des jeunes qui parlaient de manière très stoïque. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Que ce soit vraiment dans une monarchie que vous avez les acquis que nous avons obtenus. Nous ne voulons pas les perdre. Et d'ailleurs, le Premier ministre, qui a été attaqué un peu par le roi, je ne sais pas s'il n'y a pas une petite manœuvre de pression, il a dit, nous ne changerons pas notre politique. Nous voulons sauvegarder les éléments essentiels de notre liberté, la liberté de travailler. Nous ne voulons pas une crise sanitaire, nous ne voulons pas une crise économique. Nous voulons faire tout nécessaire pour que la Suède puisse effectivement poursuivre de la manière la plus normale, parce qu'il a dit, les maladies font partie de la vie de l'homme et nous ne pouvons pas les empêcher. C'est très fort comme phrase. Ce sont des mots qui ont été dits, et ça c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que c'est quand même incroyable qu'une monarchie qui est encore très forte, parce que c'est une monarchie encore très forte, elle est fortement présente dans l'esprit des Suédois, puisse être encore en dehors de cette gouvernance mondiale et avoir réussi à garder une forme d'indépendance par rapport à tous les pouvoirs capitalistiques, alors que vous avez de grosses structures capitalistiques qui sont en Suède et qui semblent tenir une certaine autonomie par rapport à la gouvernance mondiale. C'est assez génial de constater cela. Et il est clair que le regard envers nous, c'est quasiment un regard comme si nous étions des miséreux. Et ça, arriver en Suède, de ne pas avoir de contrôle de papier d'identité, de pouvoir entrer, de ne pas passer à travers les maillons de la police des frontières, alors que vous revenez en France, vous vous retrouvez avec tous les vols qui viennent de partout, acheminés comme du bétail, sans distanciation, tous ensemble dans un espace exigu du contrôle des frontières du terminal de F, avec 3 policiers qui contrôlent chaque personne, et tu rentres de Suède. Tu reviens dans le pays des droits de l'homme. Si c'est ça, la France, ce que les Français souhaitent, veulent garder après, je la laisse parce que je ne resterai pas dans ce pays. Si ma bataille va échouer, je ne resterai pas en 2022 dans ce pays. Est-ce que vous diriez que la liberté est une valeur sacrée qui doit être au-dessus de la sécurité? Bien sûr, bien sûr. Dès lors que vous abandonnez une part de votre liberté pour la sécurité et pour la santé, vous ne la retrouverez plus. Parce que vous voulez créer un monde parfait. Et c'est impossible. Et ce monde parfait, c'est le monde d'Orwell. Ce monde parfait, c'est l'eugénisme. Ce monde parfait, c'est le nazisme. Ce monde parfait, c'est le fascisme. Mussolini voulait l'homme parfait. Hitler voulait l'homme parfait. À rien. Les Gestapo voulaient cela. Ce monde parfait, eugénique, contrôlé, de santé, de race aryenne, c'est ça que nous sommes en train de créer. C'est ça que nous voulons. On a eu des attentats, on a des personnes qui meurent. Bien sûr que c'est dramatique. Mais on fait des lois liberticides qui vont toucher ensuite celles et ceux qui veulent manifester, exprimer leur opinion. Parce qu'on dit oui, on va faire la loi sécurité globale, parce qu'on va protéger les gens. Mais en réalité, on ne protège rien du tout. On va ficher tout le monde. Reconnaissance faciale. Vous n'aurez plus de vie privée. Nous n'aurons plus de vie privée. La vie privée, c'est la partie opaque de notre existence. Mais c'est aussi notre part. Quand nous partons en vacances, on n'a pas envie qu'on nous reconnaisse. On a envie de vivre libre parce qu'on n'est plus au boulot. On n'est plus... Au fond, quand plus personne ne nous reconnaît ou nous connaît, on se sent libre. Certains disent, je ne vais même pas à Deauville en vacances parce que je connais tellement de monde, j'ai l'impression d'être à Paris. Donc ils vont ailleurs. Parce qu'on a besoin de cette vie privée. Alors que cette vie privée n'existe pas, qu'on dira, mais non, mais c'est pour sécurité qu'on vous reconnaisse, qu'on vous fiche, qu'on vous sache. C'est pour votre sécurité, mais moi, je n'ai pas besoin de ça. Bien sûr, je viens sur Terre, ça s'appelle le risque de la naissance, de la vie. Alors à ce moment-là, on ne sortira plus de chez soi. Mais ce monde merveilleux que nous avons vendu, ce monde de propreté, impeccable, merveilleux, on ne fume pas, on ne boit pas, il ne faut quasiment plus faire l'amour, il ne faut plus aller vite, il faut pas sourire, mettons de masque, ne sortons plus, ne caressons pas ta grand-mère. C'est quoi ce monde? Aimez-vous les uns et les autres, disait Jésus. Même si je ne suis pas catholique, ce sont des mots qui sonnent comme une musique à mes oreilles. Aimez-vous les uns et les autres.
Et pas empêchez-vous de vous aimer. Ne le faites pas là parce que vous le ferez bien demain. Pardon? J'ai eu quelqu'un qui a quitté mon cabinet il y a quelques heures qui m'a dit, en pleurant, Maître Broussard, on m'a empêché de voir ma grand-mère pendant des mois. Elle est morte sans que je puisse lui faire un bisou. J'aurais préféré passer du temps avec elle au lieu de suivre les conseils du gouvernement pour la protéger. J'aurais dû l'embrasser tous les jours. J'ai eu les larmes aux yeux. Et c'est ça qui me fait mal. Et c'est ça que je trouve scandaleux. Parce que c'est quoi? Pour dire on les a, combien sont les personnes qui sont mortes en EHPAD, qui n'ont pas eu un baiser de leurs enfants, qui n'ont pas eu un baiser de leurs petits-enfants, et qui sont morts dans la solitude? C'est ça la société que nous voulons, la protection que nous croyons donner? C'est de la honte que l'on donne. Parce que moi je préfère 1000 fois serrer dans mes bras ma maman, de lui dire je t'aime, de lui dire chaque fois que je peux le faire. Là, je ne peux pas y aller parce que je ne peux pas le faire pour le travail. Je l'appelle tous les jours pour que je puisse la voir, peut juste parler, parce que c'est ça l'amour. C'est de l'amour que nous avons besoin. Et dans ce gouvernement, il n'y a que des ordres, des sanctions, des pénalités, la criminalisation des Français. Il est où l'amour? Il est où ce qui nous unit, les valeurs qui nous unissent et qui nous permettent d'être ensemble? Je ne veux pas parler que nous sommes dans un monde de bisounours, mais il faut quand même revenir à des choses qui sont belles. Privés de tout, de spectacles, de loisirs, de films, de cinéma, de théâtre. Ce sont les lieux dans lesquels on nourrit l'esprit. Nous sommes en train de mourir. La nourriture de l'esprit est aussi importante que la nourriture qui nous fait vivre, parce que parfois, quand l'esprit est bien, vous créez vos défenses immunitaires. Quand vous êtes bien dans votre peau, parce que vous êtes heureux, parce que vous vous sentez bien et riche, vous créez ce qu'on appelle des défenses, parce que c'est le bonheur, la première défense dans la vie. Et ça, on le tue. On est en train de tuer à petit feu nos défenses. On nous injecte un pseudo-vaccin alors qu'on devrait injecter du bonheur. On devrait injecter la joie de vivre. On devrait injecter le fait de se voir ensemble, de partager, d'utiliser les fêtes de Noël comme un moment d'amour dans lequel les familles se retrouvent, dans lequel on puisse retrouver cette joie de vivre. Alors que même les bûches de Noël sont faites maximum pour 4. C'est quand même extraordinaire. La puissance de la propagande et la puissance de l'État qui arrive même à conditionner la taille de la bûche de Noël. Il voulait que papy et mamie soient dans la cuisine pendant que les autres mangent la bûche à côté. Voilà. C'est ce que vous appeliez le fascisme. Oui, le fascisme, c'est, vous savez, je suis italien, mon père a été un jeune qui portait des munitions avec un oncle qui était dans la résistance, dans la première république de l'Ossola, et mon père me parlait, et mes oncles qui ont vécu le fascisme, qui ont vécu la terreur, de la police qui arrive, et quand j'entends la police qui entre chez les privés, parce qu'on a eu de la délation. Ceci ne passe pas qu'en France, hein. Vous l'avez en Italie, vous avez au Québec. On a des images monstrueuses d'intervention policière, mais c'est quelque chose d'ahurissant. Si les images étaient projetées en noir et blanc, et on ne vous dit pas la date, vous pouvez avoir le doute que ce sont des images d'un temps que nous pensions révolu. Et c'est ça qui est quelque chose de terrible. Je préfère mourir en laissant un pays libre que vivre et continuer à vivre sans la Covid dans une dictature. Et ça, je le répéterai jusqu'à la fin de mes jours. Merci Maître Broussard pour cette formidable entrevue. On va relayer un maximum les éléments de votre plainte et rappeler donc le site Réaction 19. On mettra le lien dans la description et puis on essaiera de vous retrouver très bientôt pour développer un peu la suite des événements. Un grand merci et on vous dit à bientôt. Un grand merci à vous aussi et un joyeux Noël et des fêtes de fin d'année dans l'amour et la compassion et la bienveillance pour récupérer des énergies positives. Toujours, et du système immunitaire. Oui. Merci beaucoup.